Bonjour à tous, donc nous allons relire la fiche de cours formes et conservation de l'énergie, donc au niveau premier S. Donc, les formes et modes de transfert d'énergie. Donc, à tout système, on peut associer donc une grandeur qu'on appelle énergie, qui peut revêtir différentes formes. Donc là, vous avez des exemples, par exemple l'énergie cinétique. Donc, on utilise donc la vitesse du vent, donc l'énergie cinétique qu'il contient ici, donc pour convertir donc via l'alternateur présent dans l'éolienne en énergie électrique. L'énergie chimique, donc c'est celle qui est utilisée donc quand il y a une transformation chimique qui est mise en place, donc entre autres dans les centrales donc à flamme, donc on utilise donc la combustion donc d'hydrocarbures, qui peut être donc des hydrocarbures ou alors plus généralement du charbon. Donc dans ce cas-là, c'est comme dans une centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, on utilise donc l'énergie nucléaire contenue dans les noyaux, d'uranium par exemple. Mais dans les deux cas, donc que ce soit l'énergie nucléaire ou l'énergie chimique, donc elle est utilisée pour faire généralement donc chauffer de l'eau, produire de la vapeur qui permet de faire tourner donc une turbine et relier un alternateur permet donc alors de produire de l'énergie électrique comme donc l'éolienne, comme qui est à l'intérieur de l'éolienne. Donc ensuite l'énergie électrique elle est produite, il faut l'acheminer jusqu'à chez vous via les lignes de tension. Donc là c'est ce qui permet le transfert de l'énergie électrique. L'énergie totale, E, donc elle est notée, c'est toujours la somme de toutes ces énergies, quelles qu'elles soient. Les échanges d'énergie d'un système donc avec l'extérieur peuvent se faire selon deux modes, transfert, donc via des forces extérieures, ou transfert thermique. Donc ça c'est des concepts que vous verrez plus en détail en terminale S, donc avec le travail d'une force et les transferts thermiques par conduction, convection ou rayonnement. Alors ensuite, les énergies d'un objet ponctuel. Donc on définit l'énergie cinétique, donc c'est des choses que vous avez déjà vues. Donc l'énergie cinétique EC d'un objet ponctuel de masse petit m et de vitesse petit v, donc c'est EC égale 1 demi de mv carré. Pardon. Avec la masse, donc en kilogrammes, donc kg, la vitesse en mètres par seconde, et enfin l'énergie cinétique en joules. Faites attention aux unités pour donc, cette formule, les masses sont bien dans kilos. Cette expression s'applique donc à un solide en mouvement de translation, c'est-à-dire pour les solides qui vont donc en ligne droite. L'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, donc d'un objet ponctuel de masse petit m dont le champ de pesanteur G uniforme est une grandeur associée à sa position par rapport à la Terre. Donc on choisit généralement EPP égale 0 joule, à Z égale 0 mètre. Donc concrètement, ça veut dire qu'on considère que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle quand on se place, donc généralement donc à la surface de la Terre, entre autres. Donc dans ce cas-là, la formule est EPP égale M fois G fois Z. Dans ce cas-là, donc M doit être exprimé en kilogrammes, G est l'intensité de la pesanteur, Z est en mètres avec un axe orienté vers le haut. C'est-à-dire que vous avez une origine et un axe vertical orienté vers le haut. Ensuite, bien entendu, l'énergie potentielle de pesanteur donc, sera obtenue en joules. Au niveau de l'évolution donc, des énergies au cours du temps. Donc l'énergie mécanique, par exemple, d'un système est la somme des énergies cinétiques et potentielles, quelles que soient les formes d'énergie potentielle. Vous verrez qu'il n'y aura pas que l'énergie potentielle de pesanteur, il y en a d'autres. Dans le cas de la chute libre d'un solide, c'est-à-dire quand le solide n'est soumis qu'à son poids, l'énergie cinétique EC et l'énergie potentielle de pesanteur s'échangent l'un à l'autre. L'énergie mécanique est alors conservée. Donc on écrit EM égale EC plus EP égale constante. Donc vous avez par exemple des graphiques qui peuvent ressembler à ça, donc avec une énergie mécanique constante, une énergie cinétique pour un système qui peut évoluer de telle façon, ici en comme bleu, mais dans ce cas-là vous aurez toujours, si l'énergie donc cinétique évolue comme ça, vous aurez toujours une évolution de l'énergie potentielle de pesanteur qui est telle que la somme des deux donne bien une énergie mécanique constante. Faites pour chacun des couples. Hein. Prenez par exemple ici 0 plus 150, ça fait 150. Vous pouvez faire la somme pour voir que tout fonctionne toujours au niveau de EC plus EP égale énergie EC plus EP égale donc l'énergie mécanique. Si les frottements ne sont pas négligeables, donc dans ce cas-là, sans apport d'énergie, l'énergie mécanique ne se conserve pas, l'énergie mécanique du système qu'on étudie. Mais elle décroît sans cesse, elle est dissipée donc par transfert thermique, et généralement donc c'est des pertes de chaleur qui se dissipent soit par conduction, convection ou rayonnement. Ensuite, donc au niveau donc, du principe de conservation de l'énergie. L'énergie est une grandeur qui ne peut être ni créée ni détruite. Donc si le système qu'on étudie, eh bien le système donc n'échange pas d'énergie avec le milieu extérieur, son énergie reste constante. Donc à vous de définir généralement correctement le système.
Si le système échange de l'énergie avec le milieu extérieur, l'augmentation ou la diminution de l'énergie totale du système est égale à l'énergie transférée entre le milieu extérieur et le système. Ça, c'est une phrase assez longue pour dire qu'en gros, un système donc, qui échange de l'énergie avec l'extérieur, il peut recevoir ou céder donc, de l'énergie avec l'extérieur, mais si donc, il en reçoit, donc ça va être, son énergie va augmenter, et s'il en cède, son énergie va diminuer. Je vous rappelle aussi donc, que la relation donc, entre l'énergie consommée en joules, la puissance en watts et la durée d'utilisation en secondes, c'est E égale P fois delta T. Donc par exemple, si vous avez une lampe de puissance nominale 40 watts qui fonctionne pendant 10 minutes, vous convertissez les delta T en 10 minutes, les delta T de 10 minutes en secondes, et vous obtiendrez donc l'énergie en joules qui a été consommée par la lampe pendant ces 10 minutes pour la lampe de 40 watts. Voilà, donc j'espère que cette lecture vous sera utile.